Michel Chaloub. Bonjour Lise. Enchanté de te rencontrer aujourd'hui, de t'interviewer à nouveau autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc toi, tu es franco-syrien et actuellement tu es doctorant en IA dans le retail et notamment sur le marché du luxe. Exactement. Tu es sur le point de sortir une première publication avec l'éminent Marcel Saucé dans la Harvard Business Review. Oui, tout à fait. Et justement, l'IA, c'est un sujet passionnant, tu nous en as déjà parlé, mais là aujourd'hui j'aimerais t'interroger sur ses limites, ses biais et comment on peut la rendre plus tech for good. Donc l'IA, Michel, il y a 3 ans, le jeu de Go était le dernier jeu d'intelligence humaine à être dépassé par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé? Bien sûr. Déjà, j'aimerais dire qu'en 3 ans, l'IA a tellement évolué que on est passé de preuve. Le champion de Go, qui était le dernier champion à un jeu où l'IA devait encore gagner et qu'il a battu il y a 3 ans et demi, oui. A été lui-même battu. Cette application qui s'appelait AlphaGo s'est fait battre par AlphaGo 0, 100 contre 0. Donc pour dire que l'IA qui a battu le champion du Go s'est fait battre par une autre IA encore plus perfectionnée. D'accord. Donc il n'y a plus aucun jeu où l'humain peut gagner contre une IA, c'est terminé. D'accord, c'est terminé. Bien, moi c'est clair, c'est cash. Et alors Michel, donc on parlait du jeu de Go, mais est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur la singularité de l'IA, c'est-à-dire l'aboutissement final de cette intelligence? Alors, la singularité, c'est quand l'IA aura atteint cette intelligence humaine, en fait, cette conscience de soi, cette capacité à vraiment réfléchir. Et c'est quelque chose, les experts le placent entre 2035 et 2090. Donc on a 15, voire beaucoup plus d'années que ça pour la voir venir, avec le temps. Et cette singularité-là, c'était le but de l'IA depuis qu'on le commence à développer depuis les années 50. Depuis les années 50, c'est le but, c'est-à-dire de... Depuis le test de Turing, enfin le but c'est qu'une IA passe le test de Turing. Donc le test de Turing, c'est quand on ne sait plus si l'IA est un humain ou une IA, justement. D'accord, et ça c'est peut-être dans 15 ans? Potentiellement, le plus tôt dans 15 ans, le plus tôt. D'accord, le plus tôt. Tu nous rassures, enfin 15 ans c'est juste demain, donc voilà, c'est vraiment une interview qui nous éclaire. On a rarement l'occasion d'entendre des propos comme ceux d'experts comme toi. Michel, est-ce que tu peux nous en dire aussi plus sur les biais? Les biais de cette IA, ses limites et comment on peut veiller à ce qu'elle soit orientée for good, donc éthique? Alors, première chose avec l'IA, c'est que lorsque l'IA commet une erreur, c'est à la base une erreur humaine. L'IA elle-même ne fait pas d'erreur, c'est une question de statistique et elle prend toujours la réponse la plus logique et la plus simple. Et donc s'il y a une erreur dedans, ça sera une erreur humaine. Tout comme lors des voitures automatiques, les voitures qui se conduisaient toutes seules, les seuls moments où il y avait des accidents, c'était quand il y avait des personnes de couleur parce qu'il n'y a pas eu cet encodage qu'il fallait faire une différence entre les personnes blanches et les personnes de couleur. Donc il y a eu des accidents à ces moments-là. C'est incroyable ce que tu nous racontes. C'est un biais humain. Donc là, c'est un biais très concret, c'est-à-dire qu'il y a des accidents sur les personnes de couleur parce que dans les programmations des algorithmes, ils sont moins reconnus que les personnes blanches. Tout à fait. C'est incroyable. Ok Michel, merci pour cette info. J'espère que ces personnes-là feront encore plus attention. Et Michel, justement le sujet du for good, l'éthique, comment on avance là-dessus? Parce que ça va être un sujet clé dans les 15 ans qui viennent. Enfin, c'est toujours un sujet très délicat, oui. Parce que le sujet d'éthique, c'est toujours très compliqué. En Chine, ils ont ces principes de citizen score où ils donnent des notes sur les citoyens en fonction de leurs actions et ce qu'ils font. Le fameux rating. Le fameux rating. Donc c'est toujours très compliqué. Dès qu'on parle d'éthique, quelquefois c'est poussé, l'éthique devient non éthique parce qu'on essaye tellement de faire quelque chose que le code des citizen score, on faire quelque chose éthique pour les ratings, ça devient discriminatoire au final. Donc c'est toujours compliqué. La première chose, c'est d'avoir des bons data scientists qui sont capables d'analyser la donnée et voir si la donnée est correcte. Mais le for good, vraiment, sachant que l'IA est un outil, ça dépend qui l'utilise et comment. D'accord, c'est clair. Oui, non, c'est très clair. Et tu nous parles de ces data scientists. Tu peux nous décrire le profil type d'un bon data scientist, mais surtout d'un bon data scientist éthique? Ou d'une bonne data scientist éthique. Quel est le profil idéal? Enfin, quel est le profil? C'est-à-dire âge, formation, et comment on fait pour que ces personnes-là soient éthiques orientées? Quels cours ils suivent, je ne sais pas. Alors là, je ne pourrais pas vous aider. Bon. Et le data scientist, alors, de ce que tu me dis, puisqu'il faut qu'ils comprennent les biais des données d'entrée, ils ont 20 ans ou ils ont 35, 40 ans? Parce que je veux dire, il y a quand même aussi une part d'expérience dans tout ça. Ils ont plutôt vers les 30 ans. D'accord, c'est plutôt la trentaine. Ok. Minimum, si c'est plutôt pas 40 ans, effectivement. D'accord.
Et homme-femme, c'est à peu Non, près c'est la équivalent même chose, c'est la même chose. C'est à peu près équivalent sur C'est à les peu près profils. équivalent. Ce que D'accord. je dirais, c'est que si vous devenez un Data Scientist, allez chez Google, leur bonus est de 100 millions. 100 bonus, millions d'euros là, enfin de de dollars, Le bonus. le bonus annuel. Donc, si vous voulez devenir un Data Scientist, allez chez Google. D'accord, donc là aussi une information incroyable, merci Michel. 100 millions d'euros par an, si vous êtes En data bonus. scientist, en C'est le bonus, bonus. le bonus chez Google. Bien, merci Michel. Michel, l'IA, donc, a sa puissance, mais aussi ses limites. De quelle manière elle pourrait contourner le respect de nos libertés et de nos vies privées? Alors, ces manières dépendent des sociétés qui l'utilisent. Tout comme aujourd'hui, nous savons qu'on est tout le temps enregistré sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos assistants personnels, Google Home, Alexa, de Amazon. Ils nous enregistrent tout le temps, même quand ils ne sont pas actifs. Oui. Même quand ils sont fermés, c'est bien ça? Tout à fait. Éteints, on nous Éteints. enregistre. D'accord. Tant qu'il y a un tout petit peu de courant dedans, ils vont nous enregistrer et ils nous font des wishlists. Donc, on dit quelquefois, on va réaliser qu'on parle avec des amis d'un certain produit ou d'une certaine marque et on sort le téléphone et on voit qu'on a des réductions dessus ou de la publicité dessus. Ces personnes nous écoutent tout le temps, même qu'on ne l'utilise pas. Et donc ça, c'est un côté où c'est pas on peut dire que ce n'est pas du for good, dans un sens, ça rentre dans notre vie privée et même qu'on ne l'a pas demandé, il va venir nous observer, nous écouter. Oui. Donc effectivement, c'est une mauvaise utilisation de l'outil. Comment on contourne ça? Alors comment on fait pour que ce sujet-là soit repris en main rapidement? Parce que j'ai un exemple concret, mon garçon a un ami adolescent comme lui qui me dit Lise, c'est incroyable, je parlais avec ma mère que je rêvais d'avoir un chien et, chose qui m'arrivait jamais, j'ai reçu des publicités pour la SPA. Et il était sidéré ce jeune. Et ça devient sidérant en effet, quoi. Donc comment on peut contourner ça? Donc tu me dis, on ne peut même pas éteindre l'appareil puisqu'on est écouté et vu même quand c'est fermé par l'énergie résiduelle. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme en France, on a les RGPD qui permettent d'essayer, je dis bien, de protéger nos données, sauf que quand il y a des personnes qui viennent de Chine, qui viennent de d'autres pays où il n'y a pas ces lois, où il n'y a pas ces facteurs-là dans leur téléphone, Ouais. le téléphone n'enregistre pas que nous, mon téléphone m'enregistre moi, mais Aussi, parler, bien sûr, parce que je suis avec toi, bien sûr. tout le monde qui nous Ouais. écoute autour. Donc même si nous on décide de ne rien avoir, ni téléphone, ni ordinateur, le fait qu'on sorte avec des amis qui ont un nom, ça va nous enregistrer quand même. Bien sûr. D'une certaine façon, c'est très très compliqué d'y échapper. D'accord, le message est clair. Et alors Michel, vu de toi, expert en IA, quel est le but ultime de l'IA finalement? Le but ultime de l'IA, je dirais, est de nous aider, de nous faciliter la tâche. En fait, ça va faire évoluer, je pense, nos métiers, parce qu'on sait que l'IA est assez disruptive. On va perdre peut-être 40% des métiers qui existent aujourd'hui, Ouais. mais on va créer des nouveaux métiers en fonction de ça. Il y a beaucoup de métiers qui existaient dans le passé, qui n'existent plus, mais on a des nouveaux. Quelque chose qui ne sera toujours pas remplacé tant qu'il n'y a pas la singularité en tout cas, c'est tout ce qui est métier de créatif, Ouais. tout ce qui est psychologue par exemple Mhm. aussi, Mhm. tout ce qui est compréhension de l'humain. Par contre, tout ce qui est radiologue, taxi, banquier à la limite, beaucoup de métiers vont disparaître. D'accord, dit comme ça, c'est vraiment un petit lacage, mais tu as raison de prévenir pour anticiper au maximum le mouvement qui arrive. Yann Marchand, récemment interviewé, nous disait que c'était 47% des métiers, donc toi tu es sur 40, voilà, on est dans ce même ordre de grandeur. Très intéressant. Et je pense que la prochaine étape surtout, ça serait au-delà de l'IA, ça serait le transhumanisme. Ça serait en fait c'est pas vraiment de l'IA, mais ça sera les deux en fait. On va mélanger la technologie et l'humain. Ça sera des puces implémentées dans la peau, ça sera des lentilles pour voir plus loin, pour voir dans le noir. On va évoluer. Le but de l'IA, je pense, c'était une première stade de l'évolution. Oui. Et on va intégrer cette partie-là en nous d'une certaine façon ou d'une autre. D'accord. Bien, bah écoutez, inspirant forcément, ça peut aussi effrayer, mais ça peut aussi montrer des belles évolutions à venir. Merci beaucoup Michel pour ce témoignage passionnant. J'aimerais juste finir sur une note, Michel, oui. que pour ceux qui s'inquiètent par rapport au métier et à l'IA et à la robotisation, sachez que les pays où il y a le plus de nombre de robots, qui sont donc l'Allemagne et le Japon, c'est aussi les pays où le taux de chômage est le plus bas. Donc, pas s'inquiéter, on trouvera toujours des métiers, il y a toujours de quoi faire. D'accord, il y a la place pour tout le monde, tu nous rassures. Exactement. Merci Michel pour cette brillante interview. À bientôt. Merci.